C'est pas encore ça, mais il y a du mieux. Solo. Yo, salut à tous et bienvenue à cette petite critique qui va être aujourd'hui consacrée à Spider-Man Brand New Day, le 4e film Spider-Man avec Tom Holland, en tout cas de ses films solo, si on enlève les Avengers et tout ça, les Captain America Civil War, etc. On a de nouveau Tom Holland dans le rôle du tisseur, le retour de Zendaya et de celui qui joue Ned, je sais plus comment il s'appelle. On a un micro-retour aussi, d'un micro-rôle de... Comment il s'appelle ? Celui qui joue Nacho Vargas dans Ignacio dans Better Call Saul, je sais plus comment il s'appelle. On a également le retour de Mark Ruffalo qui nous fait un petit... J'allais dire un caméo, non, il a un rôle dans ce film-là. Et deux nouveaux acteurs comme Sadie Sink qui sortent de Stranger Things, je crois. J'ai jamais vu Stranger Things, donc je crois que c'est ça. Et puis voilà, on a Frank Castle aussi, le Punisher, interprété par Jon Bernthal. On a beaucoup de monde dans ce film. Alors, pour vous donner un avis rapide sur Spider-Man Brand New Day, j'ai détesté la trilogie de John Watts avec Tom Holland. Il avait fait les 3 films et les 3 étaient nuls à chier. Le 2 était un peu moins nul parce qu'il y avait le côté mystérieux avec Jake Gyllenhaal qui apportait vraiment un petit truc au rôle et il y avait une métaphore du cinéma avec, à travers Mysterio que j'ai bien aimé. Et la scène de cauchemar, je l'ai trouvé vraiment cool. Donc, c'est un peu le seul qui avait un truc à raconter. No Way Home, il était nul à chier. T'enlèves le fanservice, le film ne raconte rien et ne sert à rien. Homecoming, il est plat de ouf ce film. Il servait juste à introduire justement Scorpion, joué par Nacho Vargas, là, dans la scène post-générique. Du coup, il revient, il reprend ce rôle-là, mais que si t'as pas vu la scène post-générique du premier, tu sais même pas qui c'est. Sans dire que j'ai aimé le film, c'est celui que j'ai préféré. Pour moi, c'est le meilleur Spider-Man de Tom Holland, vraiment. C'est le seul film qui raconte quelque chose. C'est le seul film qui a un vrai propos, c'est le seul film qui explore Spider-Man. C'est le seul film qui montre les conséquences de la vie de Spider-Man sur Peter. C'est le seul où Spider-Man est traité comme un vrai super-héros, où on le voit aider les gens, on le voit secourir des quidam dans la rue. Et la menace représente vraiment un danger dans ce film-là. Même si, bon, voilà. Pour pas trop en dire, est-ce que c'est vraiment une menace, oui et non. Mais le problème, c'est que même si ça veut raconter des choses, même si ça raconte des choses, parce que ça les raconte, il y a des choses, il y a trop de fioritures. Il y a trop de choses inutiles dans le film. Par exemple, le Punisher, c'est... Si le Punisher il sert à quelque chose par rapport à Spider-Man. De toute façon, on spoil les gars, on spoil, donc voilà. Si vous avez mon avis, c'est le meilleur des 4. C'est pas fantastique, mais il est agréable à suivre. Et pour que moi je dise ça d'un Spider-Man du MCU, c'est que vous pouvez y aller. Je pense que vous allez adorer. Franchement, la salle a été hyper réceptive, peut-être même trop à certains moments, on va peut-être en reparler plus tard. Les gars, vous réagissez à des trucs qui sont évidents, mais genre... oui, c'est en place depuis 10 minutes, les gars. Ouvrez les yeux, c'est devant votre nez depuis le début. Enfin bref, on en reparle après. Et du coup... allez, c'est sympa. C'est sympa. Voilà. Et Spider-Man est bien traité, et Peter Parker est bien traité. La mise en scène est cool. Et il y a une double lecture qui est plutôt intéressante. Donc j'ai envie de dire, le réal là, Destin, je sais plus quoi là, il s'est sorti les doigts par rapport à John Watts qui était en mode full automatique, vas-y, et il cherche même pas à créer des plans un peu sympas. Lui bon, il a réfléchi un petit peu quoi. Ça se voit, ça se sent et c'est plutôt agréable. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez bien aimé les 3 premiers, celui-là vous allez surkiffer, je pense. Voilà. C'est parti, qu'est-ce qui va pas dans ce Spider-Man ? Trop de fioritures, on l'a dit. En même temps, je comprends pourquoi il y a cette fioriture. Il y a beaucoup de personnages
Mais il raconte quelque chose par rapport à Spider-Man. Par exemple, il y a Yelena, un truc comme ça, la meuf de Thunderbirds. Spidey va lui demander un conseil sur je sais plus quoi, ou de l'aide sur son enquête. Et en fait, pour le Quidam, qui est pas forcément fan de Marvel, donc il sera pas genre quand il va voir Yelena à l'écran, il va se dire mais ouais bon ok, qu'est-ce qu'elle fout là. Il faut savoir que Peter Parker dans ce film est dépressif parce qu'il a dû abandonner la jeune fille qu'il aime et son meilleur ami. Tout le monde l'a oublié en tant que Peter Parker, pas en tant que Spider-Man, mais en tant que Peter Parker, personne ne se souvient de lui. Donc il vit depuis 1 an, peut-être 6 mois, 1 an, tout seul, sans parler à personne, à part à sa contact dans la police, quoi. Donc c'est pas foufou, quoi. Il transpire pas la joie de vivre. Le fait qu'il échange avec Yelena et qu'Yelena lui dise « Ah, t'as pas l'air bien, même sous son masque », c'est intéressant parce que dans Thunderbirds, elle est passée par la même chose. Donc elle reconnaît direct les symptômes de la dépression et elle s'en est sortie. Et c'est pour ça qu'elle lui dit « Il faut que tu te trouves des copains, il faut que tu prennes du temps pour toi ». Parce qu'elle a vécu ça dans le film, la concernant. Donc ça déjà c'est plutôt intelligent. Et Frank Castle, donc le Punisher, il est là pour un peu réveiller Peter. Ouais mais moi je suis comme toi, je vis solo. Et le Punisher il fait mais attends mes gars, mais t'es sérieux? Moi c'est pas un choix. Moi c'est pas un choix, ma famille elle s'est fait torturer et tuer sous mes yeux. Et je flingue tout le monde parce que j'ai la haine. Mais bien sûr que c'est pas un choix de vie. Moi il me reste plus que ça. Mais toi... enlève ton masque et va voir tes potes, quoi. Fais pas chier, quoi. Voilà. Donc il est là pour un peu faire prendre du recul à Spider-Man. Et je vous avoue que, alors, il a été vachement édulcoré par rapport à la série Daredevil que j'ai vue en plus il y a 1 ou 2 ans seulement. Donc oui, effectivement, le Frank Castle qu'on a dans ce film, c'est pas vraiment le même qu'on a vu dans Daredevil. Après, il a évolué, j'imagine un peu. Je sais pas, je suis pas à jour sur le Punisher. J'ai pas vu sa série, j'ai pas vu le film qui est sorti sur lui là. Mais je vous avoue que ça fait un peu plaisir de voir Frank Castle un peu ému à la fin, quand il est dans la chambre de Peter avec Spidey. Moi je me suis dit, c'est sympa quoi. Le mec il en a chié, ça fait plaisir de le voir un peu souffler dans sa souffrance quoi. Je suis bon allez, c'est sympa. Pareil Hulk. T'es là, tu dis oui, bon Hulk d'accord, vous faites un caméo de Hulk. Non, pas forcément. Pas forcément parce que Spider-Man traverse un truc dans ce film. Hulk, il a été condamné à la solitude très longtemps, donc il sait ce que c'est aussi. Et il doit lutter contre la part d'ombre qu'il a en lui-même. Donc ce qu'il appelle The Other Guy, donc le Hulk, qui peut se manifester à n'importe quel moment et prendre possession de lui et tout péter, même ses proches. Et dans ce film, Peter Parker évolue. Il passe à l'âge adulte et il passe à l'âge où il faut prendre ses responsabilités et prendre des décisions et les assumer. Donc, symboliquement, ils ont introduit Man Spider, mais on voit le cocon, il change de forme, il a ses poussées d'ADN arachnide, là, ça n'a aucun sens ça, mais bon, allez, pourquoi pas. Mais vous aurez pas Man Spider dans le film, vous aurez pas les 6 bras, vous aurez rien. C'est juste, il a les yeux qui deviennent noirs et il est un peu énervé de temps en temps. Ça peut être un setup pour la suite, pour les prochains films, j'espère. Mais là, pour l'instant, c'est juste métaphorique. C'est-à-dire qu'il change de stade. C'est dit en voix off par Keith David, là. Keith David. L'araignée a 3 stades d'évolution au cours de sa vie. Donc on peut partir du principe que le premier stade, c'est celui-là. Et que pour une fois, Marvel a fait les choses bien et qu'ils ont un plan sur 3 films. Peut-être, j'espère. Donc, voilà, on n'a pas le Man Spider, mais peut-être qu'il arrivera plus tard, parce qu'il a déjà l'étoile organique maintenant, et il a une sensibilité accrue. Donc, il essaye quand même de repousser cette transformation, parce que bon, il a peur de ce que ça peut engendrer. Donc, il y a un rapport avec Hulk, qui lui aussi a été condamné à la solitude, et qui doit combattre le monstre en lui. Il y a un rapport, il y a quelque chose symboliquement parlant, c'est normal que tu opposes ces 2 personnages parce qu'ils ils vivent à peu près la même chose. Donc c'est pas trop mal. Seulement voilà, si tu vas pas au bout de la transformation du Man Spider, t'as pas trop le côté le monstre en moi, tu vois. Il a les yeux noirs pendant 30 secondes, c'est tout quoi. Et puis il est un peu plus fort.
Bref. Mais comme c'est aussi une métaphore de ce qu'il est en train de traverser émotionnellement, comme il arrive à prendre le pas dessus, alors il arrive à prendre le pas sur son ADN, ça dans le film ça n'a aucun putain de sens, mais symboliquement, regarde que ça marche un peu plus. On lui dit ouais tu dois choisir, soit t'es Peter, soit t'es Spider-Man. Et à la fin il dit I'm both, je suis les deux. C'est pour ça que Spider-Man dans ce film se bat souvent à visage découvert. Surtout à la fin, quand il prend cette décision, quand il dit je suis les deux, il se bat à visage découvert. Parce qu'il a la tête de Peter et le corps de Spider-Man. Métaphore à l'image de ce qu'il vient de dire. Ça marche bien, je trouve. De toute façon, dans les films de Raimi, il a jamais son masque, donc on s'en fout, autant que ça veuille dire quelque chose dans celui-là. Voilà, donc c'est en soi, je trouve que le film est bien construit sur ce thème-là. Même chose, à un moment, je crois que c'est quand il voit que MJ sort avec un mec, il s'en va, il prend ses toiles et tout, il fait le tour de la ville sous la pluie. Comme il est triste, la pluie, machin, métaphore des larmes qui coulent et tout machin, il n'est pas masqué, il n'a pas mis son costume, c'est vraiment Peter Parker qui souffre à ce moment-là. Et il se laisse tomber dans le vide avant de se rattraper au dernier moment, mais le sentiment de chute, le sentiment de désespoir, de sombrer à ce moment-là, parce qu'il se rend compte qu'il a été remplacé, ça marche bien visuellement, que tu le vois sous la pluie et tout machin, et qu'il se laisse tomber et qu'il chute comme ça marche bien au niveau de la symbolique, je trouve ça très 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 sympa. Et c'est le premier Spider-Man où du coup j'ai ressenti des choses pour Peter Parker. J'ai ressenti de l'empathie. Je me suis dit putain le pauvre, c'est pas cool quoi ce qui lui arrive. Et il y a aussi un truc qui est très malin dans la mise en scène, c'est que, bon ça c'est la moitié du film. À partir de la seconde moitié du film, on se rend compte qu'il y a un espèce de méchant qui prend possession des gens, qui se révèle être Jean Grey. Alors là, tout le monde... Donc c'est incarné par Sadie Sink, la Rookie. On pensait que ça aurait été une version de MJ vu que c'était une Rookie. Non, c'est Jean Grey, parce qu'il faut commencer à introduire les X-Men pour Doomsday, pour tout ça. Donc voilà, c'est acté. Il y a Jean Grey dans ce film. Bon, elle a 14 ans, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, enfin 14 ans j'exagère mais elle est très jeune, et du coup, comme elle prend possession des esprits des gens, c'est Jean Grey, elle est télépathe, sauf Spider-Man, alors je sais pas pourquoi, c'est pas expliqué dans le film, ou alors j'ai loupé l'info, mais elle peut pas rentrer vraiment dans sa tête, elle peut pas le contrôler. Elle peut rentrer dans sa tête mais elle peut pas le contrôler. Donc, ok, bon bah il est immunisé si tu veux. Par contre, à la fin, elle va pour tuer un mec, Spider-Man veut l'en empêcher, et il lui dit bah vas-y, entre dans ma tête, tu comprendras. Elle y va, et en fait, il y a un flashback qui arrivait plus tôt dans le film, où en fait on voit May, qui est toujours interprétée par Marissa Tomei, qui parle à Spider-Man, qui lui explique la vie, ses responsabilités, que ça peut faire peur, etc., depuis qu'il a ses pouvoirs, machin, et qu'il a le potentiel de faire des choses bien pour les gens autour de lui, et que quoi qu'il arrive, elle l'aimera toujours. On revoit ce flashback, mais comme Jean Grey est dans la tête de Peter, c'est la même scène, sauf que c'est Jean qui est à la place de Peter. Et du coup, May a exactement le même discours auprès d'elle, et donc du coup, bah Jean, ça la touche personnellement, parce qu'elle revit les souvenirs de Peter, mais à sa place. Et après, c'est Spider-Man qui prend la place de Tante May. Parce qu'il lui dit oui c'est vrai, écoute, moi je suis passé par là, j'ai compris, t'es pas seul, moi je suis là et tout. C'est lui qui devient le support émotionnel, donc c'est lui qui prend la place littéralement de Tante May dans le flashback, dans le souvenir, et c'est elle qui est à la place de Peter Parker qui avait besoin de sa tante à l'époque. Donc, bah oui, ça marque l'évolution du personnage, la transformation, tout ça, la psychologie du personnage est traitée sur tout le film. Bah écoutez, ça marche vachement bien je trouve. Je me suis un peu fait chier pendant les scènes d'action, je vous avoue, parce que bon Spider-Man, on commence à savoir de quoi il est capable. Hein. Et un peu frustré par le Man Spider qui est pas là, mais bon, on va dire que peut-être c'est pour la suite, c'est pas très grave. Mais voilà, il y a plein... Voilà, en gros, moi j'ai bien aimé... Bon après, je suis pas fan de l'antagoniste Jean Grey, bon voilà quoi. Parce que c'est pas un antagoniste, c'est une nana qui va retrouver sa sœur qui a été tuée par le gouvernement. Donc c'est pas une méchante en fait, donc bah oui, bon, bah, écoute... Voilà. Mais bon, ça introduit les X-Men, ça permet à Peter d'avoir un vrai développement psychologique dans son film, ce qui est pas dommage, enfin, et ça nous permet d'avoir de l'empathie pour lui, enfin, quoi.
même chose, il y a quelques idées de réal, du coup, parce qu'on parlait un peu de mise en scène là. Il y a quelques idées de réal qui sont pas mal, il y en a d'autres, bon, je suis pas très fan. Il y a un moment où tu le vois, il se colle au plafond, il saute pour se coller au plafond, la caméra le suit littéralement dans son mouvement, il est de profil, il saute, et la caméra se retourne pour qu'il colle au plafond. Donc pour nous, il est toujours normal, mais les ennemis passent du sol au plafond, quoi. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Il y avait ça, il y a les plans œil là, que moi j'ai pas trop aimé, qui étaient dans le trailer, je vous l'avais dit dans le trailer reaction, j'ai pas trop aimé. Ça revient pas plus que ça, il me semble, donc ça va, c'est pas trop chiant, mais je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça. Alors je sais pas si c'était déjà le cas dans No Way Home, je m'en souviens plus, je crois que si. Mais son Spider-Sense, il est représenté par un travelling compensé. C'est-à-dire qu'on a un zoom sur son visage en même temps que la caméra recule. Ou alors c'est l'inverse, je sais plus, la caméra avance et elle dézoome sur je sais plus. Bref, c'est un truc comme ça, ce qui fait que t'as l'impression que ça zoome sur son visage, mais que le décor s'éloigne en même temps. Et du coup, je fais mal. Et du coup, ça donne un petit effet visuel sympa, qui représente bien son Spider-Sense, parce qu'il y a le bruit effectivement en plus. Donc du coup, oui, ça marche bien. Dès que tu vois ce plan-là, tu fais « Ah, il va se passer un truc », parce que on te l'a montré au début, ça revient 2-3 fois, tu sais comment ça marche. Donc tu dis « Ouh là, il y a un danger là ». Donc ça marche bien. Si sans rien te dire, juste à l'image, tu te dis « Ah, là, il y a un truc qui se passe », c'est que ça fonctionne pas mal. Cache pas ma lumière, poupoune. Viens là, ma grosse poupoune. Viens là. Bah oui, elle veut des câlins. Elle est comme ça, elle veut des câlins. Bon, tu restes là, tu fais pas de bêtises. Donc voilà, ça marche plutôt bien, ça. Même chose en termes de réal, quand Peter pense retrouver MJ, tu lui fais un bisou, qui dit « Ah, mais j'y crois pas, tu te souviens de moi et tout », et qu'elle lui dit « Mais t'es vraiment un débile, en fait, tu crois vraiment que c'est moi ?» Et tu te rends compte que c'est Jean Grey qui est dans la tête d'MJ, qui se fout de sa gueule. À ce moment-là, elle est au bord d'un bâtiment et elle contemple un peu le vide en le regardant en disant « Ah ?» Et là, t'as l'éclairage d'un néon qui passe au rouge, parce que, évidemment, MJ est en danger, et en plus, c'est pas vraiment MJ, c'est l'ennemi du film, donc la couleur rouge, le danger, etc. Ça marche bien, même si, voilà, c'est la fameuse scène où je vous dis que les gens ont beaucoup réagi. Faut toujours que tu fais chier avec mes lumières. Laisse ça, Louis, laisse ça. Allez. Donc oui, les gens ont beaucoup réagi à ce passage. Ça fait déjà 2 scènes où tu vois que le personnage prend possession des gens. Tu vois pas encore le personnage, mais tu vois que y a quelque chose qui passe de gens en gens et les gens qui sont touchés ont une personnalité différente de ce qu'ils ont d'habitude. Et il dit « Ouais, j'ai fait un tour dans ta tête, je vois que MJ est très importante. je vais m'en occuper si tu me laisses pas tranquille. » Déjà, en fait, elle lui laisse une seconde chance. Elle lui dit « Si tu me laisses pas tranquille, je vais m'attaquer à tes proches. » Donc déjà, tu sais déjà que c'est pas vraiment une méchante, parce qu'en fait, elle lui laisse l'occasion de... Voilà, bref. Mais bon. Et donc du coup, lui fait « Oh non, MJ !» Il s'en va. Donc, voilà, donc il essaie même pas d'arrêter son ennemi, même si bon, comment tu veux l'arrêter, c'est compliqué. Il va chez MJ, il fait « Ah, je peux pas t'expliquer pourquoi, on se connaît pas, je peux pas t'expliquer, mais il faut que je te sauve. » Et l'autre, elle leur a fait « Ok. » Et part avec lui. Et toi, tu fais « Comme ça, d'un coup, direct, sans poser de questions, sans rien. Bizarre. » Et donc du coup, machin, il commence à papoter, machin, et puis l'autre, elle dit « Ah, mais j'ai besoin de savoir, on se connaît ou pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc dans mon esprit bizarre, j'ai besoin de savoir. » Et elle lui roule un patin, et elle fait « Oh, Peter, c'est toi !» Et toi, t'es là, tu fais « Mais soit c'est très très mal écrit, soit c'est l'autre qui est dans sa tête qui se fout de sa gueule. » Et heureusement, c'est pas très très mal écrit. Mais par contre... Quand on a la révélation de « Oh mon Dieu, c'est pas MJ », je vous jure qu'il y a toute la salle qui a fait « en même temps. Et je me suis retourné, j'ai fait « Mais les gars, mais c'était évident. Ça fait 10 minutes qu'on nous le prépare, ça. » Enfin bref. Et bon, voilà, tu dis « Mais putain, il vous faut pas grand-chose pour être surpris, quoi. » On vous met du fan service, vous voyez plus rien, quoi. Enfin bref.
Pareil, en termes de mise en scène, ce qui est un peu sympa, c'est que quand Jean Grey se fait capturer à la fin par le gouvernement, il l'enferme dans une pièce. Et en fait, il y a des espèces de projets qui vont projeter des espèces de formes circulaires. Mais au début, ça fait des X derrière elle. Elle est vraiment entre deux X comme ça. Et tu te dis, ah, X-Men, voilà. Même chose, elle lève la tête, elle voit une espèce de grille de ventilation. La grille de ventilation, forcément, ça fait un X aussi. Petit clin d'œil à X-Men, encore une fois. Ah oui, et puis du coup, comme le film est centré sur la psychologie de Spider-Man, on a mis que Peter Parker dans les logos Marvel au début, là. Bah voilà, ça c'est une idée déjà. Le gars voulait centrer son film sur Peter, voilà. Déjà, juste avec ça, bah, t'es au courant de ce que veut faire le film. Et je vous avoue que juste en voyant ça, je me suis dit, peut-être qu'on va enfin explorer Peter. Bah banco, bien joué. Après bon, toutes les blagues sont pas drôles, hein. Y a des trucs genre le Spider Tracker. Alors le mec il a créé une app qui permet de savoir où est Spider-Man. Comment tu fais? Bah on sait pas. Et en plus, si tu peux la télécharger, l'appli, pourquoi les criminels ils le font pas? Comme ça, soit tu fais un truc dans un coin où Spider-Man n'est pas, soit tu sais quand il va arriver. C'est complètement con cette application. Dans le film, ça n'a aucun putain de sens. Est-ce qu'il y a quand même une métaphore dans le sens où c'est Ned qui développe cette application et donc du coup il continue à suivre son copain, ses faits et gestes, tout ça machin, comme Peter suit de loin ce que font Ned et MJ par les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça, mais quand ta métaphore entrave le déroulé concret du film, du coup ça marche moins bien. Même chose, Peter qui doit s'étirer avant de se taper contre des méchants random, donc des humains normaux. Il dit je suis plus tout jeune et tout. Alors oui, c'est le côté un peu bagou de Spider-Man, il fait des blagues et tout. Mais là, il dit clairement genre ah ouais non mais je suis plus tout jeune, hein, vous savez, c'est vachement bon de s'étirer, donc il le fait. Donc il en a pas besoin, parce que 2 scènes avant, il se tapait contre Hulk. Hein. Et Hulk, il s'est pas étiré, et il s'est pris des bourre-pifs de Hulk en plein dans les dents. Donc pourquoi sur des mecs normaux, t'as besoin de t'étirer avant ton combat? Je pense que si c'est en rapport à ce que t'as vécu avec Hulk, arrête de taper ta queue, ça fait du bruit. Je pense que si c'est par rapport à ce que tu t'es mangé avec Hulk, c'est pas 2-3 étirements qui vont changer grand chose, donc voilà, ça fait partie des blagues qui sont un peu nulles celle-là. Même chose, il y a un événement qui fait que Hulk est KO et que quasiment, 1 km à la ronde de Manhattan, les gens sont figés. Il n'y a personne qui intervient. Il est où Captain America 4 là? Et il est où Sam Wilson là? Et il est où Bucky? Ils sont où les Thunderbolts et tout ça là? Bon, il y avait déjà beaucoup de monde dans le film. En plus, elle est là, Yelena quoi. Bah oui, les Thunderbolts, j'ai dit Thunderbirds peut-être au début. Les Thunderbolts, bah il y a au moins Yelena qui est dans le film. Qu'est-ce qu'elle fout? À part prendre son bain là. Même chose, avant que Jean Grey pénètre dans l'esprit de Peter, il parle à distance, donc elle lui parle par télépathie, mais ils sont à 2 endroits différents. Le truc qui est plutôt sympa, même si c'est plutôt classique dans ce genre de scène, mais ça marche quand même vachement bien, tu vas avoir les 2 personnages de profil, tu vas avoir Jean Grey qui est tournée vers la droite, et quand elle parle à Peter, quand Peter lui répond, lui il est tourné vers la gauche, de profil également. Mais les 2 plans se répondent, c'est comme s'ils étaient en face. Donc ils sont très très loin, mais c'est comme s'ils avaient une conversation en face à face, quoi. Les 2 plans se répondent pour montrer le pont entre leurs esprits à ce moment-là, qui est plutôt sympa. Naomi Watts dans la voix de Evie et donc Keith David dans la voix du narrateur sur le documentaire animalier des araignées. Pourquoi tu prends 2 gros noms comme ça pour faire 2 voix off? Ça a dû coûter cher pour rien. J'espère qu'ils l'ont fait gratos. Parce que vous auriez pu embaucher d'autres personnes, moins cher, et donner un peu plus d'argent au budget effets spéciaux, surtout sur les fonds verts. Parce que ça, le Hulk, il est incroyable, mais vraiment. Quand il se transforme et qu'il va affronter Spider-Man et le Punisher, putain, le corps, il est ouf, mais ouf. Par contre, les fonds verts, ils sont dégueulasses, ça, faut le dire. Et j'avais très peur également du côté « Hi, I'm Peter Parker ».
Donc salut, c'est moi, Peter Parker. Je suis aussi Spider-Man. Vous allez commencer votre intro comme ça? Non, au secours, c'est nul quoi. C'est très mal écrit. Et en fait, oui, c'est très mal écrit parce qu'en fait, c'est la voix off de la lettre qu'il écrit à MJ pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. Donc là, bizarrement, quand tu te rends compte de ça, tu fais ah, en fait, c'est écrit par un gamin de 17 ans, 18 ans. Donc la mauvaise écriture d'un professionnel marche bien à ce moment-là. Parce que oui, si c'est un pro qui écrit ça, c'est un scandale. Mais si c'est la narration de Peter Parker qui écrit une lettre un peu bancale à sa copine qu'il a perdue, ça marche bien en fait. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour avec ce Spider-Man Brand New Day, qui était agréablement sympathique, on va dire. Encore une fois, je le répète, c'est le meilleur des 4 Spider-Man de Tom Holland. On s'est enfin débarrassé de ce réal de merde de John Watts, qui n'avait aucune idée de mise en scène. Là, il y en a, vous avez vu, je pense, là on en a parlé, il y a pas mal de trucs sympas. Donc, j'espère qu'ils vont au moins le garder lui sur les prochains, ça serait bien. Et à voir comment ça évolue, mais bon, apparemment, oui, à la fin, on a Spider-Man Will Return, donc il va revenir, évidemment, hein. Surtout avec celui-là qui va cartonner, je pense. Évidemment qu'il va revenir dans le MCU. Alors est-ce qu'il sera... Je crois qu'il sera pas là pour Doomsday, mais apparemment il y a un délire avec Secret War. Je sais pas ce que c'est, parce qu'il me semblait que Secret War, ils avaient déjà pompé l'histoire avec la série Nick Fury. Donc Secret War, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais normalement c'est le prochain film Avenger. Ça va faire loin. Le pauvre Tom Holland, il aura 52 ans. Mais bon... Ah oui. Et il y a un truc qui m'a chiffonné, qui me chiffonne depuis le trailer. Pourquoi tu te fais chier à faire disparaître MJ et Ned à la fin de No Way Home pour les faire revenir dans le film suivant? Du coup, ça atténue un peu le côté sacrificiel de Spider-Man. Parce qu'au final, il doit pas tout sacrifier pour continuer à vivre en tant que Peter et Spider-Man. Ah non, après ça a du sens. Ça a du sens avec ce film-là. Ça a du sens avec ce film-là, vu qu'à la fin, il embrasse les deux côtés de sa personnalité, et Peter et Spider-Man, donc il fait un mix des deux. Et donc du coup, c'est normal qu'il retrouve ses amis et sa MJ. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Voilà, pète tout le temps, elle. Donc voilà, je pense que... Laisse la PS5, on en a déjà parlé, laisse la PS5, t'as rien fait. On a déjà parlé. Donc voilà, c'est... Bon, allez, ça passe. Arrête, Poupoune, arrête. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Spider-Man Brand New Day, je vous le recommande. Ça me fait bizarre de vous recommander un Marvel. Mais bon, au bout de 15 ans, 20 ans, ils ont commencé à comprendre comment ça fonctionnait le cinéma. Il serait temps. C'est pas un film de fou, incroyable, hein. Mais je pense que vous allez beaucoup aimer. Et même moi-même, j'ai plutôt apprécié. Donc voilà, ça vaut pas The Amazing Spider-Man 2, ça vaut pas Spider-Man 1 et 2 de Sam Raimi. Mais c'est plutôt sympa, faut l'avouer, c'est plutôt sympa, voilà. Donc voilà, je vous laisse là et je vous dis à ciao, à bon dimanche. Solo.